Notre dernière conférencière aujourd'hui est Madame Hélène Trudeau, qui est chercheure en droit public et professeure à l'Université de Montréal. Madame Trudeau est diplômée de la faculté de droit de l'Université de Montréal, de la faculté de droit de Laval. Elle possède aussi un diplôme d'études approfondies de l'Université de Bordeaux en France. Madame Trudeau s'intéresse dans ses projets de recherche au système normatif du droit international, du droit constitutionnel et du droit administratif pour assurer la protection de l'environnement global. Dans cette optique, ses travaux de recherche sont particulièrement articulés autour de deux questions: la gouvernance face au phénomène de pollution dans le cadre d'un régime constitutionnel fédéral et les rapports entre la science et le droit dans le contexte de l'évaluation et de la gestion des risques environnementaux. L'intervention s'intéresse particulièrement aux principes du droit de l'environnement qui ont pu se développer en marge de ces problématiques, notamment le principe de précaution et l'application du poids de la preuve dans les situations d'incertitude scientifique, de même que le principe du pollueur-payeur et les concepts de développement durable dans l'encadrement juridique applicable à la réhabilitation des sols contaminés. Alors, Madame Trudeau, à vous la parole. C'est bon? OK, bien, alors, merci, ça me fait très plaisir donc de vous adresser la parole cet après-midi. Avant de commencer, je voudrais remercier la chaire en entrepreneuriat minier. Ça me fait très plaisir ça m'a fait plaisir, en fait, d'entendre toutes les conférences précédentes. J'y ai appris beaucoup, en fait, sur le droit minier. C'est un droit tellement complexe, en fait, que finalement, d'avoir comme ça plusieurs spécialistes qui viennent s'adresser autour du même thème à cette question très, très vaste, ben, ça enrichit beaucoup la discussion. Donc, je tiens à remercier aussi les organisateurs de l'événement. C'est très, très bien organisé. Alors, écoutez, je viens vous parler en fait de la question de la restauration des sites miniers. La question a déjà été abordée par Maître Mariage. Et c'est une bonne chose en fait, parce qu'évidemment, il y a quand même plusieurs aspects qui ont été modifiés avec le projet de loi 70, qui a été finalement adopté en décembre 2013 et sanctionné en décembre 2013. Donc, mais la problématique en fait de la décontamination, de la réhabilitation des sites miniers, ça s'inscrit aussi dans une problématique beaucoup plus large de décontamination et de réhabilitation des sols en général. Alors, ça me permet, moi j'ai préparé ma présentation en tenant compte des deux aspects, en fait, de la question plus générale de la problématique des sols contaminés en droit de l'environnement québécois. Et également, j'ai une deuxième partie sur la restauration des sites miniers, mais que je passerai peut-être plus rapidement parce que, essentiellement, il y a plusieurs des aspects qui ont été déjà couverts. OK. C'est peut-être celui-là. Excusez-moi, j'ai juste deux petites manipulations. Ça va marcher. Non, c'est parce que je dois le donner à ceux qui écoutent en fait. Sinon, OK. Parfait. Alors, merci.
Vous connaissez la problématique des sites miniers abandonnés. Évidemment, le vérificateur général du Québec en a parlé dans son rapport de 2009. C'est ce qui a aussi beaucoup été à l'origine des négociations plus récentes autour de l'adoption d'une nouvelle loi sur les mines, en fait, qui a résulté finalement à l'adoption d'articles pour modifier la loi sur les mines actuelle. Donc c'est une problématique qui engendre des coûts importants pour l'État québécois et qui sont maintenant passés donc au passif environnemental du Québec. Les développements récents en matière de réaménagement, de restauration des sites miniers au Québec, alors on en a déjà fait état. Il y a eu d'abord au feuilleton de 3 projets de loi antérieurs. Finalement, donc, le projet de loi numéro 70 a été adopté. Pour ce qui est plus spécifiquement de la question de la restauration des sites miniers, il y avait déjà eu disons que les principaux articles de la loi sur les mines, qui sont toujours évidemment en vigueur, avaient été adoptés préalablement donc en 1991 avec l'entrée en vigueur en 1995. Et ce régime-là, en fait, n'est pas vraiment remis en question. On a amélioré le régime comme tel avec le projet de loi 70 et on a fait état déjà de certaines modifications. Maintenant, la principale critique, ou en tout cas l'aspect qui était très, très litigieux, était celui de la garantie qui ne couvrait pas la totalité donc des coûts de restauration, donc la garantie financière qui doit être déposée. Alors ça a été corrigé donc déjà à l'été 2013, mais confirmé évidemment par la loi qui a été récemment adoptée. Et comme on en a déjà discuté, maintenant la garantie couvre 100% des coûts de l'ensemble des travaux en fait de réaménagement et de restauration, plutôt qu'antérieurement 70% seulement donc des travaux visant seulement aussi les aires d'accumulation. Donc il y a un changement majeur quand même à ce niveau-là. Alors, le régime législatif donc, qui est applicable finalement à la question du réaménagement, de la restauration des sites miniers. Il y a, ce qui rend la chose un peu complexe, c'est que, comme c'est souvent le cas dans la question de l'exploitation des ressources naturelles, au niveau législatif, au niveau réglementaire, et je dirais donc plus largement au niveau normatif, il y a un très vaste éventail d'instruments qui sont applicables. Ça rend les choses très, très complexes pour les néophytes, mais également pour les personnes qui s'y connaissent beaucoup. Le régime actuellement donc, provient essentiellement donc, de la loi sur les mines, mais telle qu'elle a été modifiée surtout en 1991 et maintenant donc, en 2013 avec le projet de loi 70. Vient aussi du RSM, donc le règlement sur les substances minérales, je l'appellerai comme ça, donc qui doit donc être modifié incessamment pour, comme on l'a fait déjà état, donc pour refléter les modifications qui ont été apportées dans la loi et pour les peaufiner, donner davantage d'indications. Là, on voit pas le... Donc, en fait, pour compléter, il y a aussi un régime spécifique qui a été prévu pour les carrières et les sablières. Alors ça, je dirais que c'est en vertu de, même si, bon, on a déjà parlé, là, que c'est l'exploitation des ressources qui sont en surface, et donc ça ne découle pas du même régime, mais au niveau des dommages qui peuvent être occasionnés ou de la réparation, c'est quand même un peu le même principe, et ça, ben, il y a donc un régime spécifique qui couvre la question des carrières et des sablières. Parmi toutes les lois, les règlements qui sont à considérer dans cette vaste question-là du réaménagement des sites miniers, il y a aussi, au niveau fédéral, là je vais parler surtout du régime québécois, mais il y a aussi des dispositions fédérales dans la question, surtout en matière d'évaluation environnementale. Le processus d'évaluation environnementale fédérale peut intervenir. Mais il y a aussi, en vertu de la loi sur les pêches, par exemple, des dispositions qui sont applicables. Et puis, je mentionne ici donc, le règlement fédéral sur les effluents des mines de métaux, donc qui impose certaines normes pour les effluents des mines.
Maintenant, il faut tenir compte aussi de l'ensemble de la loi sur la qualité de l'environnement, même si les législateurs québécois, il y a certains aspects dans l'exploitation d'une mine, et plus particulièrement tout ce qui concerne les aires d'accumulation, qui sont exclus, en fait, qui sont en partie exclus du régime plus général, des régimes plus généraux, je dirais, qui sont prévus à la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, c'est vrai, par exemple, pour tout ce qui est la gestion des matières résiduelles, aussi la question de la gestion des matières dangereuses, la loi sur la qualité de l'environnement exclut, en fait, les résidus miniers. C'est-à-dire que la gestion des résidus miniers comme telle ne relève pas a priori donc de ces deux règlements-là, même si dans certaines circonstances, il peut y arriver que, parce que certains résidus contiennent des matières très dangereuses, ils doivent être traités comme des matières dangereuses. Donc, c'est simplement que le régime prévu comme tel est un régime particulier. Le régime prévu dans le cas des résidus miniers est un régime qui est prévu davantage en vertu de la loi sur les mines et du règlement qui y est applicable qu'en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Par contre, je vais revenir peut-être à l'autre, je ne mentionne pas comme tel. Par contre, en vertu de l'exploitation du sol, la problématique des sols contaminés, ce qui a été exclu de l'application de la loi sur la qualité de l'environnement, c'est encore une fois la question des résidus miniers comme tel, mais ça ne veut pas dire que toute la question il y a beaucoup d'installations sur un site qui opère en fait une mine, et certaines de ces installations-là, les bâtiments par exemple, l'usine de traitement, évidemment il peut y avoir des sols qui vont être contaminés sous cette usine-là. Et à ce moment-là, la loi sur la qualité de l'environnement va trouver application. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus tard de quelle façon elle trouve application. Mais il ne faut pas non plus, il faut considérer que la loi sur la qualité de l'environnement est en partie applicable à toute la question de l'exploitation des mines. Alors, je reviens à la question de la problématique des sols contaminés, parce que c'est une problématique très vaste à laquelle le législateur québécois a été appelé à apporter des réponses progressives. Et au fil de différentes catastrophes, en fait, où on a trouvé des anciennes décharges, parfois aussi c'est dans l'optique d'anciennes mines où le sol a pu être contaminé. Aussi, bon, évidemment, les mines, ça résulte aussi souvent dans une contamination de l'eau. Mais on a trouvé, en fait, la question de la problématique des sols contaminés est une problématique qui est apparue, donc, en raison de tous les différents types d'exploitation que l'on a fait du sol, soit directement pour en soutirer des ressources naturelles, soit lorsque le sol sert de support, en fait, à une usine de traitement ou encore à différentes usines, installations industrielles. Alors, ça résulte, donc, la question des sols contaminés résulte à la fois de l'exploitation actuelle du sol, mais aussi beaucoup des activités industrielles passées. Et à cet égard-là, il y a eu quand même un important passif environnemental aussi pas seulement pour l'État québécois. L'État québécois est propriétaire quand même de nombreux sites contaminés. Je crois que c'est 2400, là, si je ne me trompe pas, qui a été identifié au niveau des sites contaminés québécois comme tels. Mais aussi, c'est un passif environnemental pour beaucoup d'entreprises qui sont propriétaires de terrains contaminés. Alors, on a donc identifié des situations de catastrophes qui ont amené donc une réaction à l'endroit de la problématique plus spécifiquement juridique de la prise en charge, en fait, des sols contaminés. Alors, essentiellement, pour résumer, qu'est-ce qui était essentiellement reproché, en fait, au droit dans ces problématiques-là, en fait, de découverte, soit de mines abandonnées ou de décharges industrielles qui ont contaminé le sol. En fait, souvent, il y a plusieurs éléments, là, mais souvent, c'est qu'on était dans l'impossibilité, en appliquant les règles juridiques, d'assurer la restauration
de ces sites-là et d'imposer en fait le coût de la réhabilitation aux personnes qui avaient effectivement, qui étaient les personnes responsables en fait de la pollution. Alors, toutes sortes de phénomènes expliquaient ça dans les, si vous voulez, dans les concepts de droit qui étaient applicables à l'époque, mais souvent, il y a toute la question de l'absence de faute. Souvent en droit, bien, quand on veut tenir quelqu'un responsable, il faut prouver la faute. Alors il a fallu mettre en place des régimes où on évacuait la question de la faute comme telle pour plutôt se concentrer sur le risque. Le fait d'exercer des activités à risque doit entraîner la nécessité éventuellement de dédommager si des dommages sont survenus. Il y a la question des pollueurs multiples. Surtout dans le cas des sites contaminés, des anciennes décharges industrielles où plusieurs personnes ont pu contribuer à la pollution du site. Alors, qui est responsable? Qui va prendre en charge quand il y a une multitude de personnes qui peuvent être très difficiles à identifier? Il y a la question de l'insolvabilité ou des personnes, ou de ceux qui ont contribué et qui ont disparu, qui n'ont plus d'existence légale. Alors, ça, c'est un phénomène aussi qu'on retrouve beaucoup dans celui des sites abandonnés. Il y a les problèmes de preuve, d'établissement de causalité qui, en droit, sont souvent sont nécessaires. Il faut établir qui est responsable du dommage, qui a occasionné, et ça peut être très, très difficile quand, dans le temps et dans l'espace, on a à la fois une migration de la contamination, puis on a aussi une étendue dans le temps qui peut être très longue entre le moment où le site a été contaminé et la prise en charge juridique qu'on voudrait avoir de ce site-là. Alors, quand plusieurs décennies s'écoulent, il est très, très difficile donc d'appliquer les règles de droit habituellement applicables. Il y a la question finalement de la non-rétroactivité des lois. Très souvent dans le passé, on était beaucoup plus laxiste au niveau de nos états de droit, donc dans le contrôle de la pollution. Donc souvent les pollueurs passés ont agi à une époque où il n'y avait pas de normes applicables. Alors quand on change les normes, ça peut être perçu comme une application rétroactive d'obligations nouvelles. Et ça aussi, donc, dans les régimes juridiques traditionnels, ou en tout cas dans les mécanismes habituels, ça cause de réelles difficultés. Donc, pour toutes ces raisons-là, le droit civil et le droit en général s'est révélé inadéquat pour répondre à la problématique des sols contaminés. Alors, il y a eu donc une prise en charge statutaire, en fait, puisque le droit civil traditionnel était inadéquat, et ça s'est fait graduellement à partir surtout de 1990. Donc, il y a eu le premier projet de loi, donc le projet de loi 65, qui a ajouté la section 4.2.1 à la loi sur la qualité de l'environnement et qui portait donc, c'était le premier régime qui portait déjà spécifiquement sur la question de la décontamination des sols dans certaines circonstances. Donc, je vais en parler tantôt. Par contre, le premier régime a été donc reformulé ou amélioré par un régime qui a été celui-là adopté donc en 2002. Donc, c'est toujours la section 4.2.1 de la loi sur la qualité de l'environnement, mais qui a été modifiée en profondeur, qui se trouve être applicable. Et on a adopté parallèlement à ça au niveau du gouvernement donc le RPRT, c'est-à-dire le règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, qui a permis donc de compléter les dispositions législatives applicables. Maintenant, là je suis désolée, il y a toujours une partie qui est coupée dans ma présentation, mais en fait, il y a également une politique, sûrement que s'il y a des ingénieurs, en fait des personnes sur le terrain, connaissez sûrement très bien cette politique-là, parce qu'elle continue en fait de s'appliquer, même si on a des dispositions législatives et qu'on a un règlement applicable. La politique, c'est toujours un instrument non obligatoire, donc il faut faire attention, il ne faut pas l'appliquer comme si c'était du droit. Ce qui est vraiment le droit, c'est le règlement. Par contre, d'avoir recours encore parfois aux critères ABC, qui étaient dans la politique de 1998, puis qui indiquent les seuils à partir desquels un sol peut être considéré contaminé, bien, ces critères-là, les critères B et C, ont été repris dans le règlement, à l'annexe 1, l'annexe 2 du règlement de 2003. Mais c'est certain que souvent, dans le langage courant, on continue de faire référence aux critères B et C, qui sont finalement les mêmes que ceux de l'annexe 1, de l'annexe 2 du règlement comme tel.
Alors, le cas particulier maintenant des mines puis la réhabilitation des sols comme tel, l'article 232.12 de la loi sur les mines confirme que les dispositions relatives au réaménagement des sites miniers, en fait, peut-être que ma phrase est mal formulée, là, mais c'est que, en fait, la loi sur les mines ne restreint pas l'application de la LQE, même s'il y a des dispositions particulières, en fait, dans la loi sur les mines sur le réaménagement. Ce qui est indiqué par là, c'est que quand on peut appliquer donc le régime général qui est applicable aux sols contaminés, on doit l'appliquer. Et d'ailleurs, il y a certaines des activités minières, des activités d'extraction, d'exploitation, qui sont énumérées aux annexes du RPRT. Notamment l'annexe 3. L'annexe 4 concerne plus particulièrement le suivi pour la pollution de l'eau. Mais l'annexe 3 énumère donc les catégories d'activités industrielles pour lesquelles il y a une obligation de recourir à la loi sur la qualité de l'environnement, c'est-à-dire à la section 4.2.1, pour assurer la décontamination du sol. Et donc, pour ces activités-là, qui concernent donc l'extraction et le traitement donc, des différents minerais, là, comme le cuivre, le zinc, l'or, le nickel, en fait, je n'ai pas la liste sous les yeux, là, mais ça, c'est prévu que la prise en charge est faite par la section 4.2.1. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué donc, le plan de réaménagement et de restauration du site minier, qui, lui, est prévu en vertu de la loi sur les mines, doit aussi prévoir, quand les obligations sont applicables, doit aussi en tenir compte et on doit prévoir qu'est-ce qu'on va faire avec les sols contaminés qui sont présents sur les sites en question. Et donc, ça doit être intégré d'une certaine façon donc, au plan de restauration. Alors, je donne ici quelques exemples là, de qu'est-ce que ça peut comprendre. Donc, les sites des bâtiments, les lieux de transbordement de minerais de stériles, les lieux d'entreposage, les garages, les entrepôts, etc., peuvent tous avoir contaminé le sol. Hein? Ces activités-là contaminent le sol, par définition. Par contre, c'est important de garder en tête que tout ce qui concerne, en fait, les résidus miniers comme tels, là, il y a un régime d'exception qui s'applique. C'est le régime de la loi sur les mines. Et la prise en charge juridique ne sera pas par la section 4.2.1. De toute façon, ce sont des dommages il y a différents types de dommages qui résultent, là, qui sont présents soit sur les aires d'accumulation. Il peut y avoir des dommages à l'eau, il peut y avoir des dommages au sol, oui, ça peut être à la faune. Il y a toutes sortes de dommages potentiellement qui peuvent être présents. C'est une problématique qui est plus large, plus importante encore, en fait, que la problématique du site contaminé qui résulte d'une activité industrielle donnée. C'est plus large que ça, puis c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans le régime juridique qui est prévu dans la loi sur les mines, ben là, il faut fournir une garantie financière pour couvrir le coût des travaux de restauration. Ceci n'existe pas dans le régime en vertu de la section 4.2.1 de la loi sur la qualité de l'environnement. Il n'y a pas, en tout cas du moins, il n'y a pas encore obligation pour les personnes qui s'adonnent à des activités industrielles de fournir une garantie financière au ministre afin de restaurer un sol qui aurait été contaminé. Et ça existe dans certains régimes particuliers, comme les sablières, les carrières, comme on a parlé tantôt, et également en matière de sites miniers. Pour approfondir un peu sur la question, qu'est-ce que prévoit la loi sur la qualité de l'environnement, donc en matière de restauration des sols, parce que ça va être applicable donc quand même à plusieurs des activités minières et plusieurs des sites qui vont abriter les activités minières. Alors ici, je mets quelques définitions. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'un terrain contaminé en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, il n'y a pas de définition comme telle dans la loi. Ce que la loi nous dit, par contre, c'est que le terrain contaminé comprend les eaux souterraines et les eaux de surface qui s'y trouvent.
Donc ça, c'est prévu à l'article 31.42. Autrement dit, quand on décontamine un sol, on ne fait pas seulement réparer le sol, c'est aussi l'eau que le sol contient, en fait, hein, l'eau souterraine, également les eaux de surface. Donc, tout ça parce que ça serait assez difficile de diviser les deux comme tel. Donc, c'est compris là, dans ce qu'on entend comme étant un terrain contaminé. Alors, le régime juridique maintenant qui est applicable, comme je vous l'ai expliqué, dans le règlement comme tel, on a pris pour acquis, on a déterminé à l'avance des catégories d'activités qu'on présume comme étant responsables de la contamination du sol. Ça ne sera pas nécessairement le cas. Il va falloir effectuer une étude de caractérisation pour le confirmer, pour voir s'il y a eu effectivement une contamination du sol. Par contre, ces activités-là, de façon générale, donc, on sait qu'elles peuvent entraîner une contamination du sol. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de présomption qui est applicable. Maintenant, pour qu'un terrain soit vraiment contaminé, alors ça aussi, maintenant, le droit est beaucoup plus clair que ce qu'il était antérieurement. Les terrains contaminés sont ceux qui comportent des contaminants qui sont évidemment listés en annexe, là, donc les contaminants organiques, les contaminants inorganiques, les hydrocarbures, etc. Là, il y a toutes des listes qui figurent en annexe au règlement. Et en fait, le règlement détermine, donc, en fonction de l'usage du terrain, selon est-ce qu'on va faire un usage résidentiel du terrain ou est-ce qu'on va faire un usage commercial. Ce sont les deux catégories qui existent dans les annexes 1 et 2. Et selon l'usage auquel le terrain est destiné dans l'avenir, on devra atteindre le niveau de décontamination à la suite des travaux de décontamination. Et maintenant, donc, ce qui apparaît donc, dans les annexes 1 et 2 du règlement, ça détermine à la fois le seuil à laquelle on va considérer qu'un terrain est contaminé, et ça détermine aussi quel niveau de décontamination on doit atteindre par rapport à chacun des contaminants qui est visé. Bon, maintenant, le nombre total de terrains contaminés n'est pas connu au Québec, mais le ministère a une liste, en fait, établi en fait un répertoire des terrains contaminés. Alors, ce sont ceux qui sont connus du ministère. Donc, en général, ce sont les terrains pour lesquels il y a déjà eu des premiers travaux, soit qu'il y a eu déjà une caractérisation qui a été faite sur le terrain pour savoir si le terrain était contaminé ou non. Donc, quand on parle de 9035 dossiers, ça reflète ce qui est connu du ministère. Ça ne reflète pas nécessairement l'ensemble des terrains contaminés au Québec. Maintenant, une donnée qui est peut-être pas très rassurante, mais en fait, c'est évidemment la poursuite des activités industrielles nécessite toujours évidemment qu'on utilise des terrains et que potentiellement on les contamine, mais dans le dernier bilan sur la gestion des terrains contaminés, le ministère estimait qu'il y a environ 364 nouveaux sites par année qui s'ajoutent à ce répertoire. Donc, seulement au répertoire, mais ça veut dire qu'il s'ajoute aussi des sites qui sont contaminés quand même dans une importante quantité, on pourrait présumer. Alors, pour revenir maintenant, je vous ai expliqué qu'il y avait eu un premier projet de loi en 1990. Il y avait eu déjà la première politique de protection des terrains contaminés en 1988, qui était un instrument souple, un instrument normatif souple, qui a été remplacé en 1998 par la nouvelle politique de protection des terrains contaminés, de réhabilitation des sols, qui est toujours en vigueur, en fait, qui est toujours un instrument auquel on peut recourir. Donc, pour ce qui est du premier régime qui avait été mis en place, je veux y revenir, bon, bien que ce n'est plus le régime applicable, mais il y a certains des acquis qui sont importants de connaître. Par exemple, c'est avec ce premier régime-là qu'on a mis en place finalement le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système qui était largement imprégné, en fait, du principe du pollueur-payeur, qui est un principe économique, en fait, hein, qui dit essentiellement qu'on doit faire payer aux responsables de la pollution ce que ça coûte pour réparer les dommages.
Et donc, le régime était inspiré de ce principe. Maintenant, dans la loi, on avait déjà fait le choix, donc surtout en adoptant la première politique, puis ensuite la deuxième, de recourir à des critères génériques. Okay, pour décontaminer les sols, en n'excluant pas complètement la question de la décontamination plus spécifique. Donc, en ayant recours à des critères plus spécifiques à chaque site. Je reviendrai tantôt, mais c'était déjà présent. L'outil principal, en vertu de cette première loi-là, c'était le pouvoir d'ordonnance du ministre, c'est-à-dire que le ministre pouvait, lorsqu'il constatait qu'il y avait un risque, éventuellement, parce que comme le règlement qui devait être adopté n'avait jamais été adopté sous la loi 65, évidemment, le recours, finalement, qui était le seul recours possible pour le ministère, c'était d'émettre une ordonnance de décontamination lorsqu'il estimait qu'il y avait un risque. Puis avec un critère de susceptibilité d'atteinte à l'environnement, la santé humaine ou au bien. Et donc, on n'a pas eu très souvent, alors ça, c'est en fait le régime qui a été applicable jusqu'en 2003, jusqu'à ce qu'on modifie, en fait, la section 4.2.1. Ça a été très, très peu exercé. J'ai une étudiante qui a fait un travail de maîtrise sur cette question-là, le pouvoir d'ordonnance, et je crois que ça se comptait, le nombre d'ordonnances qui avaient été émises par le ministère entre 1990 et 2003, c'était moins que sur les deux doigts de la main, là. C'est-à-dire les 10 doigts, excusez-moi, les 10 doigts de les deux mains. Et donc, il y avait eu très, très peu d'ordonnances. Et ce qui se passait, en fait, c'est qu'il y avait évidemment parfois des travaux de réhabilitation. Il y avait tout un marché en émergence autour de la réhabilitation des sols, mais ça se faisait sur une base volontaire, essentiellement. La réhabilitation continue toujours, dans beaucoup de cas, de se faire sur une base volontaire, mais disons qu'il y avait quand même beaucoup d'insécurité juridique qui était pas nécessairement une chose saine, parce que les travaux soit se faisaient moins, parce que le pouvoir d'ordonnance était très peu utilisé, ou encore, le ministère, en fait, n'avait pas d'outils vraiment adaptés, autres que le pouvoir d'ordonnance, donc pour imposer la décontamination. Donc, c'est la raison pour laquelle on a adopté, on a modifié donc, par le projet de loi 72, donc en 2002, la loi, et adopté le règlement, ce qui a clarifié de beaucoup la situation, parce que maintenant, on a des périodes, des moments ou des événements spécifiques, en fait, qui entraînent l'obligation de décontaminer un sol. Et également, maintenant, la décontamination se fait en vertu de critères génériques, qui sont établis par le règlement. Alors, le déclenchement de l'obligation de réhabilitation, alors quel est-il en vertu de la loi? Le pouvoir d'ordonnance, j'en ai déjà parlé, je n'y reviendrai pas, mais les deux premiers sont intéressants. C'est quand il y a la cessation d'une activité réglementée et le dépassement des seuils réglementaires, ou encore quand il y a un changement d'utilisation d'un terrain où était exercée une activité réglementée, plus le dépassement des seuils réglementaires. Donc, quand on veut changer, donc une entreprise, autrement dit, qui continue d'exploiter un site, et ce sera la même chose pour une mine qui est en exploitation, tant qu'on est en exploitation, qu'on ne change pas l'utilisation du sol comme tel, les obligations de la loi sur la qualité de l'environnement, la section 4.2.1, ne s'appliquent pas. C'est à partir du moment où on veut changer l'utilisation d'un terrain, où on prévoit soit, par exemple, vendre le terrain pour en faire des développements résidentiels, donc, ou encore quand on cesse une activité. Puis ça est applicable aussi à des terrains où il ne se passe plus rien, qui ont pu abriter dans le passé des activités industrielles et pour lesquelles on veut modifier. On voudrait, par exemple, maintenant faire du lotissement et donc prévoir des résidences sur les terrains.
il va falloir, si on veut donc changer l'utilisation du terrain, il faut absolument donc procéder aux obligations qui sont prévues à la loi et qui sont essentiellement de caractériser le terrain. Et après ça, si les contaminants dépassent ce qui est prévu au règlement, d'effectuer les travaux de décontamination. Puis bon, donc les étapes de la réhabilitation, c'est l'étude de caractérisation, bien sûr, qui va déterminer s'il y a effectivement contamination. Ensuite, la contamination comme telle, il va falloir effectuer un plan de réhabilitation. Donc, ça va être vrai aussi dans le cas des mines qui ont des sols contaminés. Et il va falloir donc faire un plan de réhabilitation qui doit être approuvé par le ministre de l'Environnement. Donc, ici, quand on parle du ministre, c'est le ministre de l'Environnement, évidemment. Maintenant, il faut aussi savoir, là, parce que la loi en 2003 a créé une nouvelle catégorie d'acteurs aussi dans la décontamination des sols, et qui sont ce qu'on appelle les experts habilités en vertu de la loi. Ils sont une centaine, en fait. Ce sont souvent des ingénieurs, des géologues, des chimistes, parfois des géographes, qui ont des compétences dans le domaine de la restauration des sols depuis au moins 10 ans. Et qui ont certaines fonctions qu'ils exercent en vertu de la loi comme telle. Donc, c'est eux qui attestent auprès du ministre que l'étude de caractérisation a été faite conformément aux directives données par le ministère. Ce sont eux aussi, les experts, qui attestent que la décontamination a été faite conformément au plan de réhabilitation. Donc, à la fin des travaux, ce sont eux qui jouent aussi un rôle assez important dans la réhabilitation comme telle. Alors, l'outil le plus important, c'est donc le plan de réhabilitation qui doit prévoir essentiellement donc, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour protéger les êtres humains, les espèces vivantes, l'environnement en général, ainsi que les biens. Pour terminer, en fait, sur cette partie-là, donc sur la décontamination des sols comme telle, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, j'ai mis simplement 2 tableaux qui sont issus du bilan, le bilan le plus récent qu'on a sur la gestion des terrains contaminés, qui émane du ministère. Simplement pour vous indiquer, en fait, ce tableau-là répertorie les différentes méthodes qui sont utilisées, en fait, qui ont été connues du ministère. Il pourrait y en avoir d'autres, mais ça, c'est quand tous les dossiers qui ont été soumis au ministère, quelles ont été essentiellement les différentes méthodes de traitement des sols contaminés utilisés. Et je voudrais surtout mettre en relation avec ce deuxième tableau-là, qui en fait répertorie plus spécifiquement, en fait, dans quel pourcentage on a utilisé chacune des méthodes de réhabilitation. Et vous verrez, en fait, qu'il y a plusieurs méthodes de traitement comme telles, mais c'est dans 33% des cas où on a utilisé des méthodes de traitement comme telles. Alors, c'est en expansion, on traite de plus en plus de sols contaminés, mais la méthode si vous voulez, de réhabilitation qui demeure la plus usuelle à l'heure actuelle, ça continue d'être quand même encore l'enfouissement des sols contaminés, qui est pas, je le mentionne parce que il est certain que dans une perspective de développement durable, quand on parle d'enfouir les contaminants, c'est pas nécessairement la méthode la plus conforme, si vous voulez, au principe du développement durable. Alors, parfois, ça peut être la seule manière acceptable, mais ça comporte en soi des limitations. Il est certain que les sites où on reçoit les sols contaminés maintenant font l'objet de règlements. Alors, ces questions-là sont réglementées, tout comme les sites qui accueillent des matières dangereuses. Il faut quand même que ces sites-là soient solidifiés, qu'il y ait des membranes protectrices. Il faut que ça soit, il faut pas que ça fuit. Évidemment, c'est un peu un report du problème environnemental sur un autre site. Alors, oui, même s'il est très bien confiné, sécurisé, ça peut être la seule façon de fonctionner dans certaines circonstances, mais il est certain qu'on se dirige beaucoup plus
vers éventuellement toutes les méthodes qui font en sorte qu'on traite les sols contaminés ou même qu'on les revalorise, qu'on les réutilise. Alors ça aussi, bon, à l'heure actuelle, en 2010, c'était 5% des sols qui étaient revalorisés, mais il y a parfois moyen de réutiliser, évidemment, avec certaines mesures qui doivent être prises, mais parfois on peut réutiliser des sols qui ont été contaminés pour certaines utilisations. Donc, tout ça est beaucoup à l'étude en ce moment au sein du ministère. Alors, j'en viens maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai presque terminé. Écoutez, parce que ma deuxième partie portait plus spécifiquement sur les règles applicables en matière de réaménagement et de restauration des sites miniers en vertu de la loi sur les mines. Alors, on a abordé cette question-là dans une autre des présentations. Là, le maître Mariage en a quand même, en parlant de la nouvelle loi, a abordé certains des aspects. Donc, ça va me permettre de passer quand même peut-être très rapidement à travers mes diapos. Je voulais simplement mentionner, donc ici, l'objet, le champ d'application de la loi sur les mines. J'ai reproduit l'article 17 parce que je le trouve intéressant. On a quand même intégré le concept de développement durable dans l'article 17 de la loi. Et je trouve que, évidemment, il faudra voir qu'est-ce qu'on va faire de ce concept de développement durable dans ce contexte-là, mais déjà de l'intégrer peut donner une coloration donc, à la loi comme telle. Donc, on a déjà parlé que les travaux de réaménagement, de restauration, ça va suivre le cycle de vie d'une mine en fonction des différentes étapes, l'exploration, la planification, l'exploitation, la fermeture. Donc, on a vu que les travaux vont se faire au fur et à mesure de ces différentes étapes-là. On a vu aussi, en fait, une question qui est importante, c'est que selon, évidemment, le type de mine, la mine à ciel ouvert, la mine souterraine, le type d'exploitation, tout ça, les travaux de réaménagement ne seront pas nécessairement non plus les mêmes. Alors, les personnes qui sont assujetties à l'obligation de réaménagement et de restauration, en vertu de l'article 232.1, en fait, ce sont les personnes qui vont être assujetties à l'obligation de soumettre un plan comme tel de réaménagement, de restauration. Le titulaire du droit minier qui effectue des travaux d'exploration, donc certains travaux d'exploration, pas tous, mais qui sont déterminés par règlement, donc sont assujettis à l'obligation. L'exploitant qui effectue des travaux d'exploitation déterminés par règlement, donc pour des substances minérales énumérées par règlement. Alors évidemment, il faut toujours aller référer au RSM pour comprendre la totalité des obligations, bien sûr. La personne qui dirige une usine de concentration de substances énumérée par règlement, puis la personne qui effectue des travaux d'exploitation déterminés par règlement sur des résidus miniers. Alors, le plan, donc, doit être soumis pour approbation au ministre. Alors, il devait déjà l'être en vertu de la loi antérieure. Ce qui est nouveau, c'est que tout ça doit être fait maintenant avant que le bail minier soit accordé. Donc, comme on l'a expliqué, c'est vraiment un des grands changements qu'apporte en fait le projet de loi 70. Et non seulement ça, c'est que le ministère donc, des Ressources naturelles doit l'approuver avant. Maintenant, on prévoit également qu'il faut absolument avoir un avis favorable du ministère de l'Environnement, ce qui n'était pas le cas avant. Le ministre des Ressources naturelles devait le soumettre pour consultation au ministre des Ressources, au ministère de l'Environnement, mais le vérificateur général avait, dans les dossiers qu'il avait regardés, avait estimé que dans un certain nombre de cas, on n'attendait même pas la réponse du ministère de l'Environnement. Ou en tout cas, le ministère de l'Environnement s'opposait, puis on allait quand même de l'avant. Donc là, ici, il y a nécessité d'avoir un avis favorable. Donc, avant l'établissement du bail comme tel. Et il faut aussi avoir, ça aussi c'est une innovation dans le projet de loi 70, il faut aussi avoir un certificat d'autorisation
Bien sûr, certaines mines étaient déjà assujetties à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation. Bon, il y a le certificat d'autorisation de l'article 22, mais il y a aussi celui en vertu de la procédure qu'on appelle longue en droit de l'environnement, qui nécessite la consultation et donc la tenue d'audience publique. Alors, on a parlé de ça tantôt, je ne reviendrai pas dans le détail, mais ces étapes-là doivent être faites donc avant que le bail soit accordé. Donc, et le plan de réaménagement donc, doit suivre tout ça, c'est-à-dire que ça doit être fait préalablement. Une autre chose qu'on a ajoutée, la publicité du plan. Okay? Donc, ça aussi, c'est nouveau. C'est pour permettre justement aux populations concernées de pouvoir participer quand les audiences publiques vont se tenir, et également le processus de consultation, parce qu'on l'a expliqué également pour les projets de mines de moins de 2000 tonnes, il y aura quand même un processus de consultation qui sera prévu, les modalités seront prévues donc, dans le règlement qui sera modifié. Alors, les travaux d'exploration assujettis, il y a différents types de travaux. Donc, j'ai fait des diapositives, bon, ça sera mis en ligne, j'imagine, donc comme on me demande de conclure, il est déjà assez tard. Donc, j'ai mis les différents travaux d'exploration, d'exploitation qui sont visés. Maintenant, le contenu du plan, ça reprend quand même essentiellement ce qui était déjà, donc à l'article 232.3. Ce qui a été ajouté, par contre, c'est qu'au dernier point, le point 4, il faut une évaluation détaillée des coûts anticipés maintenant, donc prévoir tous les coûts, notamment pour les fins de la garantie. Maintenant, la garantie financière qui doit assurer la restauration couvre, comme je l'ai déjà mentionné, 100% et doit être fournie sur 2 ans en 3 versements. Donc, c'est dans des délais beaucoup plus rapprochés, on l'a déjà mentionné, que ce qui était prévu antérieurement. Maintenant, le certificat de libération va pouvoir être accordé, mais quand les travaux sont effectués en totalité. Donc, ça aussi, il y a des aspects qui sont nouveaux dans ça. Maintenant, les sanctions sont essentiellement les mêmes que ce qui était prévu, hein, si on ne respecte pas toutes les obligations qui sont prévues dans la loi. Par contre, au niveau pénal, on a beaucoup augmenté les amendes éventuellement qui peuvent être imposées. Alors, je vous remercie pour cette présentation. Merci beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de fournis. On est sûr qu'on va faire un séminaire dessus. Une question? Écoutez, s'il n'y a pas de questions... Non? Une question? Oui, j'en ai une. Je demandais juste au niveau des ressources pour, en fait, des inspecteurs qui s'assureraient que les mesures sont mises en œuvre. C'est bien beau d'avoir des sanctions élevées et un plan, etc. Mais si, au niveau de la mise en œuvre, il n'y a pas plus de ressources qui sont dévouées pour avoir vraiment des inspecteurs, finalement, qui iraient sur le terrain pour voir si... Par exemple, dans le cas de l'exploration, ça a été décontaminé suite à l'exploration. Je me demandais, évidemment, c'est peut-être pas dans la loi, mais est-ce qu'on sait si finalement il y a plus de ressources qui vont être... ça, au sein du ministère, je ne crois pas qu'on soit rendu à cette étape-là. On sait qu'il y a beaucoup... bon, c'est toutes des difficultés majeures, hein, la question des inspections au niveau environnemental. C'est une question, je connais peut-être moins dans le contexte minier comme tel, mais plus dans le contexte de la décontamination des sols. On cherche beaucoup devant les difficultés d'avoir justement recours à des sanctions pénales. On a établi d'autres types de sanctions qui sont des sanctions administratives pécuniaires, qui sont beaucoup plus faciles à imposer pour les ministères, finalement, quand quelqu'un contrevient, par exemple, à la loi sur la qualité de l'environnement. Et ça pourrait être le cas. Il n'y a pas de raison... a priori, quelqu'un peut contrevenir à la loi sur la qualité de l'environnement dans le cas de l'exploitation d'une mine, avec des obligations qui sont applicables. Et c'est sûr que la question de l'inspection comme telle,
dans le but de vérifier le respect des obligations, parce que c'est ça, finalement. C'est un enjeu majeur pour les ministères de l'Environnement. On n'a pas de réponse parfaite dans un contexte de limite là, des ressources financières. Évidemment, tout ce qu'on peut imputer en fait de coûts, en fait d'études en fait aux exploitants, il reste que souvent l'argent est peut-être plus de ce côté-là a priori, mais pour ce qui est d'assurer le respect des obligations, bon, outre la garantie financière là, qui est elle imposée, mais après ça, est-ce qu'on va agir conformément au plan? Est-ce qu'on va tout faire les travaux tels qu'ils sont déterminés dans le plan? Bien, effectivement, ça prend sûrement des ressources additionnelles là, pour s'assurer de ça. D'autres questions? Oui, encore un commentaire. Oui. Juste un commentaire. Nous, dans notre pratique, on voit qu'il y a une situation un peu mixte en fait, qui se présente dans un contexte minier où souvent les sites miniers sont installés. Le site où sont installées les infrastructures de surface ont été, au début, lors de la construction du site, ont été remblayés pour établir la plateforme avec des stériles miniers qui sont abondants. Alors, on a une situation à la fin d'exploitation où on a le site contaminé en hydrocarbures, en métaux, mais ce sont des stériles miniers. Ce sont des remblais de stériles miniers. Donc, on ne peut pas dire que c'est donc des sols contaminés. Donc, en termes, c'est une situation qu'on a rencontrée fréquemment, je voulais juste le souligner parce que les objectifs de décontamination, dans la pratique, on utilise les critères de la politique ou du règlement. Oui. Mais dans la gestion postérieure, c'est géré comme des résidus. Une fois décontaminés, ou à tout le moins, quand c'est contaminé en hydrocarbures, on peut les biotraiter, les bioventiler. Oui. Mais dans la gestion postérieure, on les gère comme des résidus miniers, par contre. C'est un cas un peu d'espèce, mais c'est un cas qu'on retrouve très fréquemment dans l'industrie minière. C'est un terrain très fréquent. Très fréquent dans l'industrie minière, en fait. Mais c'est un cas d'espèce pour l'industrie minière, dans le sens que, parce que vous ne l'avez pas mentionné, mais c'est un cas que je voulais juste partager avec vous. Non, merci, parce que je ne suis pas dans la pratique. Hein, c'est ça. Donc, on se sert des résidus miniers, finalement, pour emblayer. Puis on se trouve par la suite exclure ce site-là de la... Mais à la fin, c'est qu'on doit décontaminer quand même, mais on ne fait pas un plan de réhabilitation au sens de l'article 4, de la section 4.2.1, mais on fait plutôt un plan de gestion, on fait un plan de décontamination, un plan de gestion des stériles miniers contaminés. Oui, OK. Donc. Voilà. C'est une petite complément de l'information. Ça montre bien l'ambiguïté qu'on peut avoir. Effectivement. Écoutez, je pense qu'il ne me reste plus qu'à conclure et à vous remercier pour votre audience. Je voudrais remercier également les conférenciers d'avoir participé à ce séminaire. Je pense qu'on a tous appris beaucoup. C'était un défi de faire le tour de la réglementation minière dans tous les domaines. J'espère qu'on y a réussi. Pour ceux qui sont dans la salle, je vous invite à remettre votre petit papier d'évaluation. Et puis je voulais encore remercier également tous ceux qui sont à l'extérieur de Montréal de nous avoir suivis. Alors, merci à tous et bonne soirée.